y aurait une forme du vol qui serait tout à fait reconnue, légitimée, légalisée par le capitalisme lui-même. Bien, salut à toi. Aujourd'hui, je voudrais t'exposer les 4 fléaux du capitalisme. Peut-être que tu te dis que le système capitaliste est le moins pire des systèmes économiques, voire qu'il s'agit d'un système vertueux dans ses effets et respectable dans son mode de fonctionnement, et que, éventuellement, tu reconnaîtrais quelques dérives, quelques abus, mais qui resteraient tout à fait marginaux et qui seraient le fait simplement de quelques capitalistes qui ne jouent pas le jeu, qui ne respecteraient pas les règles ou qui seraient trop ambitieux. Eh bien, je voudrais t'exposer aujourd'hui 4 fléaux qui sont profondément liés au fonctionnement normal du capitalisme. Premier fléau, le vol. En effet, le capitalisme banalise et légitime une certaine forme du vol. Pas toute forme du vol, bien sûr, puisqu'il existe par ailleurs une petite délinquance qu'il stigmatise et qu'il combat, mais à côté de ça, il y aurait une forme du vol qui serait tout à fait reconnue, légitimée, légalisée par le capitalisme lui-même. Ce vol, dans le capitalisme, il est inscrit sous plusieurs formes. Tout d'abord, quant à l'accumulation primitive de capital. D'où vient qu'il y a du capital, que certaines personnes vont s'enrichir, se constituer un capital, et pas d'autres. Eh bien, l'accumulation primitive du capital renvoie à l'idée qu'il y a eu une appropriation de biens qui initialement étaient soit communs, communaux, soit n'étaient pas jugés appropriables, donc pouvant devenir propriété privée. Ainsi, des soldats romains qui dans les campagnes se payaient par le pillage, mais aussi par l'appropriation des prisonniers de guerre, sous la forme d'esclaves, dont ils faisaient commerce, soit qu'ils utilisaient à leur propre fin, soit qu'ils revendaient, s'enrichissant de la sorte. Ainsi encore, à partir du XVIe siècle en Angleterre, du mouvement des enclosures, consistant pour de riches propriétaires à clôturer, délimiter des terrains de pâturage et à considérer que dorénavant, d'autres troupeaux que les leurs ne pouvaient pas venir y paître. Ces pâturages étaient jusque-là, avant ce mouvement des enclosures, des biens communaux sur lesquels allaient et venaient l'ensemble des habitants sans se poser la question de savoir à qui ils appartenaient. Ainsi enfin, de toutes ces entreprises publiques ou de tous ces services publics qui ont été privatisés. Initialement, ils ont été financés, développés, constitués par des fonds publics, avec des moyens publics, en tant que propriété d'État. Et puis, petit à petit, ils ont été vendus à des acteurs privés qui les exploitent. Ainsi de l'entreprise Sanofi, de la régie Renault France Télécom, qui est devenue Orange, ou encore des autoroutes qui sont passées donc sous gestion par des entreprises privées. Cela correspond donc à une socialisation des pertes à travers tout le coût d'investissement, de développement et de maintenance des infrastructures, et de privatisation à l'inverse des profits, toute la rentabilité, toute la plus-value. D'après ce premier point, eh bien, la propriété privée, c'est littéralement du vol. Ce vol se retrouve aussi dans la valorisation même du capital et pas simplement dans son accumulation primitive. Puisque pour pouvoir dégager une plus-value, le capitaliste ne va pas rémunérer tout le travail qui a été effectué par le salarié. Il lui vole donc une part de son salaire pour pouvoir l'affecter à ses profits dont il tire sa propre rémunération en tant que capitaliste. Si bien que le profit même, qui est au cœur même de la définition du capital et du capitalisme, est lui-même du vol. Deuxième fléau du capitalisme, l'exploitation. En effet, le capital a tendance à se déprécier dans le temps, notamment ce qui s'appelle le capital fixe, toute la partie immobilisée du capital investi dans les équipements, dans les machines, dans les infrastructures, les entrepôts, les locaux, etc. Si bien que pour maintenir son taux de profit, le capitaliste se voit dans l'obligation d'augmenter l'exploitation. Donc s'il intensifie l'exploitation sur ses salariés, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mal intentionné ou mu par des ambitions personnelles démesurées, mais c'est simplement en raison de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, qui est une loi qui affecte n'importe quel capital. Pour augmenter cette exploitation, il a 3 possibilités à sa disposition. La première, ça sera d'augmenter la cadence de travail. Donc par exemple, alourdir la quantité de travail, la charge de travail de ses salariés, de ses personnels. Par exemple, supprimer un poste et réaffecter les missions et les tâches qui étaient confiées à ce poste aux autres personnels qui sont toujours en place. Ça peut être également de raccourcir les délais ou de demander aux agents de servir toujours plus d'usagers
budget à moyens constants ou avec des moyens en baisse. Cela correspondrait par exemple pour des enseignants à des effectifs de classe qui seraient toujours plus nombreux, donc toujours plus d'élèves à devoir suivre, éduquer, instruire. Deuxième possibilité, c'est d'allonger cette fois-ci le temps de travail. Ça peut être réduire le temps de pause, ça peut être de demander de rester plus longtemps le soir ou de venir plus tôt le matin. Cela peut être aussi à travers des législations par la suppression de jours fériés, comme les journées de solidarité nationale qui ont été instaurées, mais qui en fait visent à allonger la durée du travail. Ou encore d'allonger la durée de cotisation qui ouvrirait des droits à la pension de retraite, ce qu'a fait notamment la réforme des retraites imposée par Macron. Troisième procédé pour augmenter l'exploitation, c'est de baisser les salaires. Ce sont par exemple ce qu'on appelle les APC, les accords de performance collective, qui permettent pendant une durée définie, par exemple 3 ans, de baisser le salaire pour la même quantité de travail. Cela passe aussi par le fait de licencier des salariés pour les réembaucher aussitôt avec des contrats de travail moins favorables et notamment des payes plus faibles. Donc l'exploitation est vouée sous le capitalisme à augmenter et toutes les remises en cause du droit du travail ou des conquêtes sociales en témoignent. Troisième fléau du capitalisme, les crises. En effet, par définition, le capitaliste vise d'abord à tirer de son capital un profit. Ce souci fait passer à l'arrière-plan d'autres soucis, notamment relatifs à l'utilité sociale de l'activité qu'il mène et aux besoins qu'il pourrait satisfaire réellement en matière de valeur d'usage. C'est ce qui explique qu'il y a des crises qui sont constitutives du fonctionnement normal du capitalisme. Ces crises, elles peuvent prendre au moins 2 formes. Tout d'abord, des crises dites de surproduction, lorsque la production, n'étant pas ajustée à la consommation, vient à ne plus pouvoir écouler les biens, les marchandises qui ont été créés. Deuxième cas de crise, c'est des crises plutôt spéculatives, du fait de la spéculation sur la production à venir, notamment sur le coût des matières premières, des biens ou des services qui seront produits, et le tout déconnecté de la réalité du moment de la production et déconnecté surtout de la solvabilité réelle des individus. Comme en témoigne par exemple la crise des subprimes, qui était liée au surendettement des ménages aux États-Unis pour pouvoir accéder à la propriété. Il résulte alors de ces crises un effondrement de l'activité économique. Fermeture d'entreprises, mise au chômage de la population, appauvrissement de celle-ci, bref, c'est une catastrophe sociale pour le plus grand nombre. Or, on constate que les crises sont de plus en plus proches, si bien que le capitalisme semble aller de crise en crise. La crise devient le fonctionnement normal du capitalisme. Quatrième et dernier fléau, la guerre. Jean Jaurès dit au début du XXe siècle « Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage ». Il veut dire par là que devant l'impossibilité d'enrayer la baisse tendancielle du taux de profit, malgré toutes les mesures qui ont été évoquées précédemment, il reste aux capitalistes la guerre comme seule issue possible. Pourquoi ? Parce que la guerre correspond à un moment de destruction de quantités phénoménales de biens, de services qui ont été produits par l'humanité. Et cette destruction est très rentable pour le capitaliste, pour 3 raisons. Tout d'abord, pour les marchands d'armes, pour l'industrie de l'armement elle-même, qui va financer tous ces moyens de destruction. Deuxièmement, pour le gouvernement qui sortira victorieux de la guerre, qui pourra s'approprier à moindre coût les richesses du vaincu, parfois même sa main-d'œuvre, devenue bon marché du fait du désespoir dans lequel l'a plongé la guerre. Troisièmement, enfin, pour les entreprises qui participeront à la reconstruction du pays et de tout ce qui a été détruit, comme on a pu le voir pour les États-Unis en Irak. Ce qui veut dire que la guerre, qui correspond à un drame social colossal pour le plus grand nombre, eh bien s'avère une affaire très rentable, une option très lucrative pour le capitaliste lui-même en quête de nouvelles sources de profit. Vol, exploitation, crise et guerre sont donc des produits du capitalisme lui-même, de son fonctionnement normal. Derrière ces divers malheurs qui frappent l'humanité, une seule et même cause, notre mode de production économique.